après la guerre, on manquait cruellement de logements en raison de la reconstruction qui était nécessaire et du boom, du baby-boom au sortir de la guerre. Et on a organisé ce que l'on a appelé l'accession à la propriété. C'est-à-dire que l'on a encouragé les ménages à épargner dans l'acquisition de leur résidence principale, de leur domicile. Et pour ce faire, on leur a apporté des aides. Et ces aides ont permis de lancer la construction sur initiative privée pour les 4/5e au rythme de 500 000 logements par an. Puis est arrivée la crise liée au choc pétrolier et le marché de la construction s'est effondré. Tant et si bien qu'en 1976 environ, on a voulu relancer la construction et on a constaté à ce moment-là que les classes moyennes étaient saturées en termes d'accession à la propriété. Et on a cherché à viser, à rendre accessible l'acquisition d'un logement par des ménages qui se situaient un peu en dessous du niveau des revenus moyens. Et cela supposait deux choses, c'est que l'aide soit augmentée et que finalement les ménages en question trouvent des terrains assez bon marché pour que grâce à cette aide accrue, ils puissent arriver à trouver un logement dont ils soient capables de rembourser les emprunts. Et le résultat, c'est que ces ménages sont allés se faire construire des maisons individuelles là où le terrain était très peu cher, c'est-à-dire dans des coins totalement inaccessibles autrement qu'en automobile. Or, que constate-t-on aujourd'hui? C'est que dans ces endroits-là, dans la région Île-de-France où des études poussées ont été faites, le budget transport de ces ménages est aussi important que leur budget logement. Or, les banquiers, quand ils octroient un prêt pour la construction, ils comparent simplement le coût du remboursement de l'emprunt, c'est-à-dire le coût du logement ramené mois par mois, avec le salaire, le revenu du ménage. Or, le problème est totalement différent dans la mesure où il faut dépenser autant pour le transport, ce dont le banquier ne se soucie pas, que pour le remboursement des prêts. J'ai eu l'occasion de faire un exposé sur les transports et la ville devant le conseil régional de la région Île-de-France. Et comme je venais de dénoncer l'ampleur énorme de la subvention accordée au transport collectif, qui elle-même était peu de choses à côté de la non-facturation de l'usage des rues aux automobiles, un élu local m'a dit « Mais monsieur, si nous ne subventionnions pas des RER qui permettent à nos concitoyens d'aller se loger très loin de Paris, comment voudrez-vous qu'ils se logent ?» Eh bien, je lui aurais dit « Mais il faut peut-être consacrer beaucoup plus d'argent à acheter des terrains pour construire des HLM dans des zones bien desservies, proches du cœur de l'agglomération Île-de-France, plutôt que de dépenser des sommes considérables à disperser l'urbanisme. » Quand vous superposez des transports collectifs ou individuels massivement subventionnés et cette différence de prix des terrains entre le centre-ville et la périphérie, c'est que tout le monde va chercher au loin un terrain pas cher qui lui permettra du coup de s'installer dans un pavillon individuel. Pour moi, la réponse est très claire. Si nous n'avions pas rendu le centre des villes quasi invivable par moments, parce que nous l'avons abandonné gratuitement l'usage de nos rues aux automobiles, et si nous ne subventionnions pas
les transports collectifs qui permettent avec le RER d'aller vivre à 25 km de son lieu de travail au cœur de Paris, nous n'aurions jamais vu la préférence de nos concitoyens se porter vers ce que j'appelle la déstructuration totale de l'agglomération. Les personnes que nous encourageons à devenir propriétaires loin des zones denses seront un jour des naufragés de l'automobile, car ils se mettent à l'écart des transports collectifs, et les transports collectifs ne sont rentables que dans les milieux suffisamment denses, qu'il ne faut jamais oublier, hein. Et quand on s'est mis dans des zones non denses dans lesquelles on ne financera jamais les transports collectifs, eh bien la vie n'est possible que tant qu'on peut avoir une automobile. Et avoir une automobile, il faut d'une part être capable de payer le prix du carburant, même quand le pétrole aura quasi disparu, et être capable de conduire son automobile. Voilà. Et compte tenu de l'allongement de la durée de vie, eh bien, il y a 15 ans de fin de vie dans lesquels ces gens-là ne pourront plus vivre dans le pavillon qu'ils se seront fait construire et dans lequel ils auront investi toute leur capacité d'épargne.